Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. Polémique sur la santé du couple présidentiel. Le ministre de la Communication qualifie de malveillante et de déstabilisatrice les informations relayées par le journal français Le Monde. Issa Chiroma Bakary affirme par ailleurs que Paul et Chantal Biya se portent comme un charme. Mais comment comprendre ce silence radio côté du cabinet civil de la présidence de la République depuis les faits portant sur le photomontage, mais également cette dernière actualité autour de l'état de santé du couple présidentiel? Tentative de réponse dans ce journal. La justice camerounaise fait de la danse Bafia avec le passeport de Tombi Aroko. Le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football a vu ce document lui être restitué après son retrait spectaculaire. On se rappelle, en janvier à l'aéroport international de Douala, il s'apprêtait alors à embarquer pour la Guinée équatoriale vivre la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, Tombi Aroko fait bel et bien partie de la délégation qui se rend au siège de la FIFA en Zurich, du côté de la Suisse. Nous suivrons les explications d'un juriste sur cette nouvelle tournure que vient de connaître l'affaire Tombi Aroko. A tout de suite. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons cette édition d'information par une nouvelle triste. Eh bien, des informations concordantes et puisées à bonne source annoncent le décès ce jour de l'artiste musicien Guy Lobet, survenu du côté de Yaoundé. On le savait, malade depuis plusieurs mois. Eh bien, il faut rappeler qu'en novembre 2010, une rumeur l'annonçait déjà mort d'un AVC alors qu'il n'en était rien. Eh bien, Guy Lobet, c'est un artiste musicien qui excellait dans le rythme Makossa. Il avait à son actif plusieurs albums à succès tels que Ami ou encore Malinga. Nous y reviendrons plus en détail sur cette information concernant le décès de cet artiste musicien. Eh bien, pure coïncidence, ce 16 mars est également jour anniversaire du décès d'un artiste musicien camerounais. Eh bien, cela fait un an que Lapiro Dembanga, alias Ndingaman, est décédé du côté des États-Unis, plus précisément à Buffalo. Eh bien, depuis son décès, l'amour de ses fans ainsi que de ses proches n'a pris aucune ride. Tout cela ont toujours gardé en mémoire les albums à succès, même du côté de Mbanga, lui qui a réussi à porter avec fierté le nom de cette localité où nos reporters se sont rendus. Sandine Babo et son cadre suivaient plutôt. Au domicile de Lambo-Pierre Roger, dit Lapiro de Mbanga, ce 16 mars 2015. Un an, jour pour jour après le décès de l'artiste musicien, c'est un calme plat qui règne dans la demeure familiale au quartier 12. Des portraits du disparu collés sur les murs à l'entrée de la maison accueillent tout visiteur. Les proches de Lapiro de Mbanga portent encore le deuil comme si c'était hier. Vraiment, nous, la famille, nous le pleurons jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que nous ne pouvons pas réveiller les morts. On devait le faire. Mais à l'heure actuelle, vraiment, nous avons mal et le mal continue. Mais nous allons le pleurer pour toute la vie. À Sousse du quartier ou au club Matango, lieu où l'artiste partageait un verre avec ses amis, ses femmes ne se comptent plus. La commémoration du premier anniversaire de celui qu'on appelait ici Ndingaman est un événement. Et c'est à juste titre que ses œuvres musicales sont jouées à profusion. Quelques-uns n'hésitent pas à reprendre ses paroles. Pour ces Camerounais qui l'ont côtoyé, Lapiro de Mbanga restera dans les esprits comme l'un des artistes les plus populaires du Cameroun de tous les temps. Sa mort nous a créé un vide dans le quartier et bien évidemment, nous sommes un peu devenus comme des orphelins. Aux côtés des classes moyennes, à cause de son engagement dans ses chansons et dans la vie civile, Lapiro de Mbanga vivait en exil aux États-Unis depuis 2012 jusqu'à sa mort le 16 mars 2014. Lui qui a su rester proche des couches sociales défavorisées dont il était la voix des sans-voix, Lapiro de Mbanga décède à 57 ans, emportant avec lui une riche carrière musicale.
Toujours au sujet de la commémoration du premier anniversaire du décès de Lapiro de Mbanga, il faut dire qu'une messe œcuménique est prévue ce soir à son domicile sise au quartier 12 du côté de Mbanga. Tout autre chose à présent, le journal Le Monde a donc créé la polémique sur la santé du couple présidentiel dans son édition électronique du 14 mars dernier, un sujet qui a été repris par la presse locale. Eh bien, le ministre de la Communication a tenu à apporter un démenti sur ces informations qu'il qualifie de malveillantes, mais également de déstabilisatrices, informations contenues dans ce journal français. Issa Chiroma Bakary affirme que Paul et Chantal Biya se portent comme un charme. C'est dans ce reportage de Marcelin Ganson. Publier un article sur l'état de santé du couple présidentiel et se reprendre par 3 fois en si peu de temps. Il ne faut pas plus pour que le gouvernement camerounais conclue que le monde tourne déjà à l'envers. Allusion faite au journal français qui vient d'administrer une fausse leçon de journalisme. Pris en flagrant délit de fausses nouvelles, le journal français a, à 3 reprises, modifié le même article, dans la première version duquel il avait commencé par affirmer que le couple présidentiel avait quitté le Cameroun séparément. Le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya et son épouse, se trouvent actuellement en séjour privé en Europe et leur état de santé respectif n'appelle aucune préoccupation. Le président de la République et la première dame se portent parfaitement bien, se portent comme un chat. Tous les Camerounais, tous les investisseurs et l'ensemble de nos partenaires doivent en avoir l'assurance. Le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya et son épouse regagneront bientôt le Cameroun à l'issue de leur séjour privé en Europe. Pour le porte-parole du gouvernement, les informations publiées par Le Monde ne sont que de pures affabulations, doublées d'une tentative de déstabilisation du Cameroun. Le gouvernement de la République du Cameroun apporte un démenti catégorique aux allégations abjectes et malveillantes proférées par le journal Le Monde. Le gouvernement camerounais dénonce la désinvolture et le manque de professionnalisme affiché par ce journal à la réputation et à la notoriété jusque-là établie. Le peuple camerounais n'est pas dupe de la malveillance, de la conspiration sordide et à peine voilée qui sous-tend ces attaques à répétition menées contre notre pays par médias interposés. À la question de savoir si le gouvernement va se contenter d'un simple démenti, le ministre de la Communication a été imprécis dans sa réponse. En rappel, c'est le 1er mars dernier que Paul et Chantal Biya ont quitté le Cameroun pour un court séjour privé en Europe. Notons à la suite de Marcelin Gansop qu'il y a donc plusieurs interrogations autour du silence radieux que l'on note du côté du cabinet civil de la présidence de la République, lui qui a l'habitude de communiquer sur l'actualité autour du couple présidentiel, mais rien n'a circulé depuis l'information portant sur le photomontage ou encore cette dernière actualité autour de l'état de santé du couple présidentiel. Eh bien, pour le secrétaire général de l'Union des journalistes du Cameroun, la présidence de la République n'est pas du tout muette. Un tas habitant et enseignant également à l'école des sciences supérieures des sciences et techniques de l'information et de la communication pense que les sorties du ministre de la Communication sont supposées être des réactions de la présidence de la République. Il a été rencontré par nos reporters Élisée Boba et Yannick Mbazoua. En milieu de semaine dernière, l'affaire d'un photomontage a fait grand bruit au sein de l'opinion publique camerounaise. Et durant le week-end, c'est une publication du journal français Le Monde sur la santé du couple présidentiel qui s'est faite écho. Si d'aucuns pensent que la présidence de la République est restée muette à ces 2 faits d'une extrême gravité, le secrétaire général de l'Union des journalistes du Cameroun, un tas habitant, n'est pas de cet avis. Je ne pense pas qu'il y ait un silence d'abord pour le photomontage. Je suppose que ceux qui travaillent sur le site
ont réagi. Sur le second problème qui est celui de la santé du président. Je crois que peut-être parce que nous, on aime grossir les choses. De plus, en l'absence d'un porte-parole au sommet de l'État, les sorties du ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, par ailleurs porte-parole du gouvernement, sont supposées être des réactions de la présidence de la République. Donc, que le gouvernement ait réagi, c'est une façon de réagir de la présidence. La présidence n'est pas une entité à part, c'est-à-dire que le pouvoir exécutif, c'est à une tête. Donc, si le gouvernement réagit, c'est la présidence. Le secrétaire général de l'UJC, enfin, demande à l'opinion publique de ne pas épouser les thèses de complot dont fait allusion la presse camerounaise. Et puisque les médias camerounais peuvent écrire n'engage pas le gouvernement camerounais, si cela est vrai, ce que les médias français peuvent écrire n'engage pas le gouvernement français. Donc, les médias ils font leur travail avec toutes les erreurs que cela peut avoir. Ceux qui doivent réagir n'ont qu'à réagir. Peut-être pas toujours voir les choses du complot ourdi qui se fait quelque part et qui est contre le peuple camerounais ou la nation camerounaise ou le pays qu'on appelle le Cameroun. Intéressons-nous à présent à ces 4 activistes du mouvement dénommé Tribunal Article 57, interpellés puis gardés à vue à la Légion de gendarmerie de Bonanjo. On se rappelle que ces 4 activistes étaient en échange de routine avec les membres d'Amnesty International. Eh bien, 3 d'entre eux ont été libérés alors que leur leader, Gérard Kuissi, a été transféré du côté de Yaoundé. Plus de précisions dans ce reportage de Warren Zede et Eric Martial-Djomo. C'est au ce lundi 16 mars que Gérard Kuissi a été transféré à Yaoundé pour passer devant le procureur. Très peu d'informations sont jusqu'ici disponibles sur les motifs de la détention de ce membre de l'association Tribunal Article 53, connu pour son opposition au régime de Yaoundé. Ses 3 camarades interpellés à ses côtés samedi dernier ont été libérés après environ 3 heures d'interrogatoire. Pendant le dîner, on a eu l'occasion de rencontrer quelques membres d'Amnesty International qui étaient de passage au Cameroun et qui séjournaient dans le même hôtel. Et à la fin de notre dîner, à la sortie de l'hôtel, nous avons été interpellés par des hommes en civil qui sont présentés ensuite comme étant des éléments de la gendarmerie, autant pour moi. Ils ont demandé de nous présenter et ensuite ils ont embarqué tous pour la gendarmerie. Sur les circonstances de leur interpellation et surtout les motivations, les membres du mouvement Tribunal Article 53 sont effarés. Je dois dire que nous avons eu les interrogatoires séparés par des agents séparés. Et pour ma part, les questions étaient d'ordre personnel, des questions sur la civilité et ensuite des questions sur les derniers mouvements de ces 30 jours. Je dois dire qu'à la fin de l'interrogatoire, pour nous qui avons été libres, on a quand même compris qu'il y avait une question qui revenait à tout le monde. Est-ce que votre camarade était au nord? Qui a-t-il rencontré, par exemple? Quelles sont ses activités? Qu'est-ce qu'il a fait au nord et qu'est-ce que vous faites ensemble? Notons que ce n'est pas la première fois que ces activistes sont interpellés, eux qui ont instauré le prix Bibi Ngota que n'apprécient pas les autorités de Yaoundé. Gérard Kuissi pourrait, selon certaines sources, se retrouver déféré. Beaucoup d'inquiétudes persistent dans la grande famille du mouvement Tribunal Article 53 pour ce qui est du sort de son leader, Gérard Kuissi, interpellé dans cette rue. Il reste détenu du côté de Yaoundé, rien ne filtre jusqu'ici sur son sort. Pour Equinox Télévision, je suis Eric Martial-Djomo. Merci Eric Martial-Djomo. L'intégration sous-régionale toujours au point mort. La libre circulation des personnes et des biens dans la sous-région Afrique centrale fait face à plusieurs difficultés, entre autres la non-existence du passeport CEMAC à cause notamment des soucis financiers et techniques des pays membres de cet État. Eh bien, ce constat est celui des internationalistes au moment où la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale marque un temps d'arrêt pour faire le bilan 21 ans après sa mise sur pied. Jean-Denis Peck et Flavien Valondongo.
La libre circulation des personnes et des biens en zone CEMAC reste une véritable utopie selon des personnes victimes des exactions dans des pays membres. Il y a un problème d'intégration. Moi j'étais en Guinée, j'ai des difficultés. Avec mon visa on ne m'a pas accepté. Arrivé là-bas, j'étais obligé de dépenser tous les jours pour faire mon séjour à Guinée. Même le Gabon, j'étais au Gabon, j'ai souffert. Exemple, j'ai un visa que j'ai pris à l'ambassade du Gabon. Mais on m'a demandé de prendre un visa aérien. Je ne sais pas s'il y a un problème entre le visa terrestre et un visa aérien. Des exemples à n'en point finir qui expriment l'absence de volonté de certains pays de la CEMAC dans la mise en route des projets de développement. Il y a plusieurs projets de la CEMAC qui n'ont pas été, n'est-ce pas, concrétisés. Le passeport biométrique a été annoncé et il devait en principe prendre fin en 2014. Au-delà de ça, on a aussi notamment la question de la libre circulation des personnes et qui n'a pas pu, n'est-ce pas, atteindre les vouloirs qui ont été justement aussi annoncés. Créée en 1994, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale prend corps en 1999 avec pour principale mission la promotion de la paix et le développement harmonieux des États membres, la mise en place d'un dispositif de surveillance multilatérale des politiques économiques, des engagements pris par des chefs d'État et de gouvernement pour l'harmonisation des échanges qui peinent toujours à porter des fruits. Il y a plusieurs raisons qui pourraient expliquer ces blocages. On peut notamment parler de la question du leadership prépondérant. On a d'abord le fait que le Cameroun et notamment la Guinée équatoriale ne sont pas d'accord sur un certain nombre de choses. Côté de cela, on pourrait aussi parler, n'est-ce pas, du manque criard de moyens financiers, moyens techniques. Il faut dire que lorsqu'on parle du passeport biométrique notamment, il s'agirait de mettre à l'intérieur de ces passeports, n'est-ce pas, des puces pour pouvoir identifier, n'est-ce pas, de façon formelle les citoyens de la sous-région. Pour des observateurs, le Gabon et la Guinée équatoriale sont présentés comme des spécialistes de la danse bafia, c'est-à-dire ils avancent d'un pas dans le processus et reculent de 2 pas. La CEMAC, qui célèbre ses 21 ans d'existence cette année 2015 sous le thème « Promouvoir la paix, la sécurité et l'intégrité en Afrique centrale », continue de vivre sous le coup du non-respect de certaines décisions prises de commun accord par des États membres. À l'étranger, le président du Vanuatu appelle la communauté internationale à l'aide. Le cyclone Pam a dévasté tout sur son terrain dans cet archipel du Pacifique Sud. Avec ces derniers bilans, au moins 24 personnes ont été tuées. C'est ce qu'affirme ce soir les Nations Unies. On note également d'importants dégâts matériels. Les précisions avec nos confrères de France 24. Après le passage du cyclone Pam, Vanuatu découvre l'étendue du désastre. Pas vraiment le temps de s'apesantir sur ses émotions. Les habitants de l'archipel évaluent tout ce qui doit être fait pour reconstruire. Certains sont déjà à l'ouvrage. Quand nous sommes sortis après le passage du cyclone, on a regardé tout ça autour de nous. Ah, on est tellement tristes. Certains n'ont pas pu s'empêcher de pleurer en voyant tout ça. Le cyclone Pam peut être le plus violent de l'histoire dans le Pacifique, a tout balayé, les maisons en tôle. On n'a plus de nourriture, plus d'électricité. Comme le centre-ville de Port-Vila, la capitale. Rien qu'ici, 15 000 personnes auraient perdu leur logement. Les premiers secours sont arrivés hier en provenance d'Australie et de France. Faire face au plus vite à une catastrophe humanitaire dont on mesure mal l'ampleur pour l'instant. Vanuatu est un des pays les plus pauvres du monde, au milieu du Pacifique, un archipel de plus de 80 îles, dont la plupart sont encore coupées du monde. On commence seulement à savoir ce qui se passe là-bas. Je pense que nous allons avoir un travail absolument colossal. Le président du Vanuatu a appelé le monde à lui venir en aide. Le monstre Pam, comme il l'appelle, a tout détruit. Tout est, selon lui, à reconstruire. En sport, une semaine cruciale pour le football camerounais s'ouvre ce lundi. La FIFA va décider d'ici au 20 mars prochain sur le sort du comité de normalisation de la FECAFOOT. Une mission des membres du gouvernement a été dépêchée à Zurich en Suisse pour des échanges avec l'instance fêtière du football mondial. De la présence dans cette délégation de Tombi Aroko intrigue. Il faut dire que son pasteur, lui a d'ailleurs été restitué, une situation qui inquiète et une situation qui met également en branle les amateurs du football camerounais. L'évocation de Jean Dunimpek et Ike Cyril.
Tombi Aroko Sidiki fait partie de cette énième mission dépêchée auprès de la FIFA à Zurich en Suisse pour négocier une sortie de crise dans ce qu'il convient d'appeler Affaire Fédération Camerounaise de Football. C'est dire que le secrétaire général de la FECAFOOT peut à nouveau franchir les frontières nationales. Il y a quelques semaines pourtant, alors qu'il s'apprêtait à se rendre en Guinée équatoriale où se disputait la CAN 2015, Tombi Aroko Sidiki avait été intercepté à l'aéroport international de Douala. Son passeport lui avait été retiré et il s'était vu servir une interdiction de sortie du pays. Des sources indiquent que c'est la FIFA qui aurait exigé que la FECAFOOT soit représentée dans la délégation des membres du gouvernement qui se rend à Zurich, ce qui aurait contraint les autorités camerounaises à restituer le passeport du secrétaire général de la FECAFOOT afin de permettre à ce dernier de sortir du pays. Si cette hypothèse était confirmée, elle soulèverait quelques interrogations. La première, l'État souverain du Cameroun a-t-il abdiqué devant la FIFA au point d'accepter que la FECAFOOT soit représentée dans une délégation composée de membres du gouvernement? La deuxième, le secrétaire général a beau être le patron de l'administration de la FECAFOOT, mais est-il le seul à pouvoir parler de la FECAFOOT devant la FIFA, au point où l'on soit obligé de lui restituer son passeport? Ces interrogations amènent certains observateurs à croire que Tombi Aroko Sidiki a été imposé dans la délégation qui se rend au siège de la FIFA à Zurich. Et si tel était le cas, cela soulèverait une autre interrogation, celle de savoir par qui et à quelle fin le secrétaire général de la FECAFOOT a-t-il été imposé dans cette délégation alors même qu'il connaît des démêlés avec la justice. Eh bien, vous venez de l'entendre, le secrétaire général de la FECAFOOT fait bel et bien partie de cette délégation qui s'envole pour le siège de la FIFA assise à Zurich, capitale du côté de la Suisse. Eh bien, son passeport lui a par ailleurs été retiré au mois de janvier dernier. Eh bien, il se trouve une fois de plus en possession de ce passeport. Eh bien, mais cela ne signifie aucunement que c'est la fin de ses ennuis judiciaires. Je propose à ce sujet la réaction de Maître Minuit Sterling. Il est au micro de notre reporter. Il faut détacher le retrait du passeport d'une décision de justice sur le fond. L'autorité qui a décidé d'opposer le retrait du passeport avait de bonnes raisons de le faire, j'imagine, je pense. Alors, est-ce que la restitution de son passeport emporte la fin des procédures? Aucune décision n'a encore été rendue, ni par le juge d'instruction, ni par une juridiction de fond. Ça peut vouloir dire qu'on l'autorise à se déplacer, ce qui peut être possible, quand on peut tout à fait lui restituer son passeport sans encadrer ses déplacements, le laisser libre de ses mouvements. Mais ça ne veut pas dire qu'il est désormais... il peut rester à la disposition de la justice, on peut le lui dire. Donc d'avoir à se présenter à chaque convocation. Comme il peut avoir également reçu son passeport en échange des garants qu'il a déposés pour assurer sa représentation en justice. Vous savez qu'on est peut-être sûr désormais qu'il va se représenter à chaque convocation, qu'il ne pourra plus quitter le territoire sans que cela entrave le cours de la justice. Donc à son retour, je ne vois pas très bien, si on doit être logique, pourquoi on lui remet son passeport et pourquoi encore on le lui retire. On doit pouvoir le laisser libre de ses mouvements, quitte à ce que l'on soit sûr qu'il a pris l'engagement de se représenter à chaque fois que la justice aura besoin de lui. Avant la deuxième partie de ce journal, cette information à caractère publicitaire, eh bien, cet accord paraphé entre le gouvernement camerounais et l'entreprise citoyenne Orange du Cameroun en ce qui concerne la 3G+. Reportage. Un chèque de 75 milliards de francs CFA trois signatures, échange de parapheurs, une poignée de main pour sceller l'accord. Et voilà, l'entreprise de téléphonie mobile Orange et l'État camerounais pour une nouvelle aventure de 15 ans. Un renouvellement de l'accord de concession de la téléphonie mobile entre les deux parties qui confirme un partenariat fructueux. Un renouvellement fruit de longs mois de négociations âpres. La joie qu'expriment l'aîné des opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun est donc sans commentaire. C'est un sentiment de joie. C'est un sentiment de joie parce que ce renouvellement, nous l'avons souhaité, nous l'avons demandé. C'est un sentiment de joie parce qu'il nous permet de rentrer de plein pied dans le monde du digital.
C'est un sentiment de joie parce qu'il nous permet d'apporter à nos clients le meilleur de ce que la technologie peut offrir aujourd'hui. C'est donc une nouvelle page significative que vient de réinscrire Orange Cameroun dans le catalogue de la téléphonie mobile au Cameroun. Un renouvellement de l'accord de concession qui ouvre les portes d'une nouvelle ère technologique avec l'arrivée de la 3e génération plus. Désormais, se déplacer et agir plus vite devient une réalité au Cameroun. On sait combien le développement de l'Internet mobile notamment peut être important dans la vie des gens, qu'il s'agisse de la santé, de l'éducation, tout simplement du divertissement. Donc nous sommes vraiment très contents d'être aujourd'hui capables d'offrir ça à nos clients dès aujourd'hui, à nos clients non seulement dans les grandes villes comme Douala-Yaoundé, mais dans une vingtaine de villes dans le pays. J'en ai cité un certain nombre, Garoua, Maroua, Bafoussam, Bamenda, j'en passe, c'est les meilleurs. Donc nous sommes vraiment très contents de participer et d'amener nos clients dans cette nouvelle ère qui est l'ère du digital, qui révèle beaucoup d'opportunités à plusieurs titres pour l'ensemble de nos clients et qui, comme disait le ministre tout à l'heure, permettra, nous en sommes sûrs, d'accélérer la croissance dans le pays. Avec l'arrivée de la 3G+, les clients d'Orange Cameroun pourront mieux communiquer avec des services ayant pour but de naviguer à grande vitesse sur Internet, échanger plus vite et partager encore plus de choses avec des proches, mieux s'informer avec des outils permettant de tout savoir sur le monde en un clic, mieux travailler avec la mise à disposition du Cloud Pro qui permettra aux entreprises d'accéder partout et quand elles veulent à leurs données stockées sur un serveur virtuel et mieux se divertir grâce à des services tels que le jeu en ligne, l'accès à la télévision d'Orange, à la musique en ligne avec Deezer. Les plus de 7 millions de clients d'Orange Cameroun se voient ainsi s'ouvrir devant eux un nouvel univers digital plus performant, plus rapide et à la portée de tous. Le gouvernement attend le développement fulgurant des communications électroniques et conséquemment une augmentation de son taux de croissance. Tant il est vrai qu'il y a une corrélation nette entre le développement des télécoms et de l'Internet et la croissance économique d'un pays. Orange Cameroun met à la disposition de ses clients pour accompagner cette expérience de la 3G+, une large gamme de passes adaptées aux besoins de chacun et un catalogue de terminaux compatibles disponibles dans ses agences. Avec la 3G+, surfez en illimité en composant tout simplement dièse 145 étoile 2 dièse. Avec la 3G+, Orange Cameroun, c'est fun, c'est plus d'innovation. Eh bien, dans quelques instants, nous allons revenir sur cette polémique que le journal Le Monde a donc créée sur l'état de santé du couple présidentiel avec un journaliste d'investigation qui est notre invité. A tout de suite. Camille Nélé, bonsoir. Bonsoir Étienne Pascal Azegué. On n'a plus besoin de vous présenter, tellement vous êtes régulier sur ces antennes d'Equinox Télévision. Alors, je suppose que vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt cette actualité autour de la santé du couple présidentiel relayée par un journal français de réputation mondiale. Alors, le ministre de la Communication, lors de sa sortie tout à l'heure, vous avez d'ailleurs suivi, Issa Chiroma Bakary parle des informations déstabilisatrices. Une thèse d'ailleurs soutenue par certains journaux parus ce jour au Cameroun. Alors, pourquoi ce rapprochement entre ces informations et la déstabilisation au Cameroun? Pourquoi l'esprit complot revient par rapport à cette information relayée par Le Monde? Et je vais vous dire tout de suite que j'ai pris cette information avec la froideur du vieux journaliste que je suis, parce que ce n'est pas parce qu'on achète un journal, ce n'est pas parce qu'on tombe sur une information en ligne qu'immédiatement il faille réagir de manière épidermique. Tout ce qui s'est passé, toute la polémique qui est alimentée depuis ce week-end,
et jusqu'à ce matin, jusqu'à ce soir, avec la sortie du ministre Issa Chiroma. Moi, je pense tout simplement que c'est une tempête dans un verre d'eau. Une tempête dans un verre d'eau dans la mesure où je ne vois pas pourquoi on se met à s'agiter et à criailler autant pour une information qui, elle, n'a rien de vérifié, n'a rien de vérifiable, mais pourtant qui a suscité tout simplement une sorte de tremblote pratiquement nationale. Moi, je pense que il est vrai que la santé des chefs d'État, c'est quelque chose de très sensible, et celle du nôtre particulièrement. Partout au monde, on ne vous dira jamais qu'un chef d'État est dans le coma, tout simplement parce que c'est peut-être au moment où on est en train de l'amener qu'on met le peuple devant le fait accompli. Alors, Camille, est-ce que ce n'est pas justement pour cet aspect que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire que le tabou qu'il y a autour de l'état de santé de nos différents chefs d'État, que cette information a pris tant d'ampleur au point de susciter la sortie d'un membre du gouvernement? Je voudrais vous dire que quand le chef de l'État partait le 1er mars, je crois, le 1er ou le 2 mars, qu'est-ce qui n'a pas été écrit dans les journaux? On a même dit que le général en chef a fui les troupes pendant la guerre. Moi, j'avais pris une position, j'avais dit que peut-être que le chef de l'État est tout simplement parti faire un check-up en France. C'est un homme comme tous les autres, il peut avoir besoin de faire un check-up tout normalement. Et d'ailleurs, on l'a vu, il est sorti uniquement avec le directeur du cabinet civil, son chef de protocole et son aide de camp et son épouse. Donc c'est un voyage absolument privé. Mais pourquoi a-t-on besoin d'aller fouiller ce que fait le chef de l'État en France? Absolument. Il est vrai que le rôle du journaliste, c'est de chercher l'information, et n'oublions pas que le média, le support qui a publié cette information, c'est le support en ligne du Monde. Ce n'est pas le Monde papier, c'est le support en ligne journal qui exploite, comme on le sait, des informations précises. Alors vous voulez dire que les informations reliées en ligne du Monde ne sont pas aussi importantes que celles qui se retrouvent dans le journal le matin au kiosque? Elles sont traitées par de simples journalistes, pas des hommes comme vous et moi qui peuvent se tromper. Ils peuvent se tromper tout simplement dans la recherche de l'exploitation d'une information pressée. Ils peuvent la balancer. C'est pour cela que, mais moi, ce qui me fait sursauter dans tout cela, c'est la victimisation, la démarche de victimisation du Cameroun qui est perpétuellement agitée, et par le ministre de la Communication et par certains journaux, en parlant systématiquement de déstabilisation. Qui déstabilise qui? Parce qu'il ne faut pas seulement parler de malveillance et de déstabilisation. Il faut pointer la personne. Un journaliste français qui écrit un mauvais article n'engage pas la France. Et oui, absolument. Ce n'est pas parce qu'un journaliste qui, d'ailleurs, vous entendez tous les jours dans les télévisions camerounaises des journalistes qui accusent la France de toutes sortes de vilainie et de mauvaises intentions contre le Cameroun. Est-ce que cela engage pour autant le Cameroun? De même, si un journaliste français écrit un article inexact, moi je ne pense pas qu'il faille faire preuve d'autant de gesticulation dans les journaux et dans les télévisions. Alors, pour absolument chercher à démontrer l'indémontrable. Camille Nélé, en quoi est-ce que l'état de santé du couple présidentiel camerounais intéresse-t-il plus les Français, puisque ça a été relayé dans une presse française, que les Camerounais? Ce ne sont pas les Français, c'est des journalistes français. C'est des journalistes français. Et d'ailleurs, cet article n'est pas écrit. C'est un quotidien français. Oui, c'est un quotidien français. La version en ligne est française. Mais seulement, qui vous a dit que c'est forcément un Français qui a écrit, puisque ces articles n'étaient même pas signés? Il faut aller à la source maintenant. Ces articles, tout le monde le dit, et tous ceux qui ont vu ces articles ont constaté que ces articles n'étaient pas signés. Moi, je pense qu'il ne sert à rien de faire une sorte de victimisation criarde ou de victimisation pleurnicharde, comme à tous les coups, pour saisir une occasion pour dire que voilà, le Cameroun est en proie la proie de déstabilisateurs. Regardez, la semaine dernière, il y a eu la fameuse affaire de la photo du chef de l'État sur le site. Mais on a parlé de déstabilisation. Qui déstabilise? Aujourd'hui, un article, 2 articles, 3 articles ont été publiés en ligne. On parle de déstabilisation. Mais on déstabilise qui et à quelle fin? Non, moi je voudrais que face à des situations comme celle-là, il faut savoir raison garder. Un média en ligne publie des informations comme celle-là. De deux choses, nous on fait un droit de réponse sans faire autant de bruit, parce que c'est en faisant justement de bruit que cela crée la polémique. Et c'est ça qui rend la situation absurde et tendue. Alors Camille Nélé, est-ce que également on a le droit de se demander pour la raison pour laquelle le cabinet civil, la présidente de la République, n'a pas fait de sortie depuis? Vous avez parlé de ce photomontage jusqu'à l'actualité la plus récente, celle qui fait état de l'état de santé du couple présidentiel. Il faut d'abord commencer par constater que le patron même du cabinet civil est parti avec le chef de l'État. Donc l'adjoint du directeur ne peut pas facilement prendre l'initiative sans peut-être l'accord de son patron. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il est difficile, il est rare que le cabinet civil rétorque ou réagissent
face à certaines situations. Moi, je pense que la meilleure façon, la meilleure politique, c'est celle du cabinet civil qui n'a pas réagi, mais qui peut réagir autrement, qui a pu peut-être envoyer même un droit de réponse. Mais est-ce que vous ne trouvez pas également que c'est cette opacité que l'on observe au niveau de l'information sur la présidence de la République et même la vie du couple présidentiel, qu'il y a tant d'informations qui fusent de toutes parts, des vérités, de contre-vérités, parce que le cabinet civil ne communique pas assez sur la vie du couple présidentiel, peut-être. C'est vrai que le cabinet civil ne communique pas beaucoup sur les activités du président de la République. Mais vous savez très bien que le cabinet présidentiel communique régulièrement sur les lettres de créance qui sont présentées au président de la République. Vous le savez très bien. Il communique sur les activités du chef de l'État. Mais le cabinet civil ne va pas communiquer pour un rhum que le président va prendre ou un petit palu que Mme Chantal Biya va prendre. Il faut aussi voir les choses sur cet angle strictement normal. Donc le cabinet civil n'est pas là pour réagir et pour communiquer, pour donner des informations, mais le cabinet civil est là pour gérer la vie privée du chef de l'État. Merci Camille Nélé, journaliste d'investigation, merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir a été pour moi et surtout moi je pense que cela pourra certainement éclairer davantage les Camerounais qui ne doivent pas tomber dans justement cette sorte de victimisation du Cameroun qui n'a aucun sens aujourd'hui, qui est entretenue exprès par des gens qui veulent faire croire que le Cameroun est en danger ou est en voie d'être déstabilisé. Voilà qui est dit, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été en notre compagnie. Donnons-nous rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h, mais surtout ne zappez pas car nos programmes se poursuivent. Bonne soirée à toutes et à tous.